Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo, mais pas que, puisque aujourd'hui c'est le Big Data Hebdo plus Massy. Et oui, on a décidé de faire un épisode ensemble avec les copains de Clever Cloud, et donc ce que je vous propose c'est de démarrer par un rapide tour de table, puisque évidemment nos auditeurs du Big Data Hebdo nous connaissent, mais vous connaissez peut-être pas nos amis de Clever Cloud. Allez, c'est à vous messieurs, présentez-vous. Moi, c'est Horacio González. Je m'occupe de la partie de Frel chez Clever Cloud et c'est moi qui anime habituellement les Massy ces derniers temps. Et Steven, hola, ¿qué tal? Qui es-tu? Bonjour tout le monde, moi c'est Steven Leroux, Gwynizdu sur Twitter, et je suis directeur technique chez Clever, je m'occupe de l'équipe d'ingénierie. Et je vais passer la main à Pierre du coup. Yes, bonjour à tous, moi c'est Pierre, je travaille à Clever sur tout ce qui est Materia, système distribué, et on va parler beaucoup de Fondation DB pendant cet épisode. Jérôme. Bonjour, moi c'est Jérôme, je travaille chez Zinea, chez Actian, sur Zinea, Data Catalog Connecté, et je suis responsable du service professionnel, en gros de faire des claquettes pour que ça se passe bien chez les clients. Ah, très bien. Donc, tu as encore élargi un petit peu le scope de ce que tu faisais, puisque la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais toujours sur la connectivity, sur le développement des composants spécifiques. Ça fait déjà avant les vacances que ça a changé. Mais effectivement, il y a de plus en plus de travail sur le sujet. Et pour ma part, Vincent Huchling, je suis parmi plein d'autres choses que je fais, mais j'accompagne mes clients pour concevoir et mieux utiliser la data et l'IA pour améliorer leur business. Et donc, tout ça m'amène à faire de belles aventures auprès de technologies diverses et variées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire cet épisode qui va nous permettre de parler de quelque chose dont peut-être peu de monde a entendu parler, qui est FoundationDB, et surtout, on va pouvoir voir un petit peu comment chez Clever Cloud, ils ont dompté la bête et ils en ont fait un service qui leur permet de délivrer des choses très très passionnantes. Et avant d'aller plus loin, je pense que ça pourrait être cool de présenter les Massy à l'audience de Big Data Hebdo et les Big Data Hebdo à l'audience de Massy. Donc, si ça vous dit, on peut commencer. Qu'est-ce que c'est les Massy, Steven? Tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est les Massy, comment ça a démarré et qu'est-ce qu'on racontait? Ouais, j'aurais dû préparer une réponse du coup. Non, en fait, Massy, c'est très simple. On est parti du principe qu'on a des métiers d'ingénierie, mais du coup, ce sont des métiers aussi techniques, et que pour être pertinent dans ton métier, tu dois faire de la veille. Ça te fait partie du métier. On fait pas partie de cette structure où tu travailles dans ce qu'on te demande, et puis tu fais ta veille en mode on veut pas que ça doit pas se voir dans la journée. Non, en fait, nous, on considère que la veille fait partie du métier, et donc on donne du temps aux gens pour s'améliorer, pour expérimenter, pour progresser. Puis on s'est dit, en fait, on avait des canaux de partage en interne. On s'est dit, mais en fait, à un moment donné, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir quelque chose qui permet de donner un avis critique ou de faire un peu le Rex le retour d'expérience de certaines technos, certains usages, etc. Et en fait, de là est venue l'idée de le partager en vidéo. Alors en interne, on a un format TechTalk dans lequel on partage déjà du contenu ou des fonctionnalités, des choses qu'on développe, des techniques, etc. Et puis du coup, est né le message à caractère informatique, puisqu'on s'est dit, en fait, quitte à le faire, pourquoi ne pas le partager? Et voilà la naissance de Massy. Excellent. Et pour que nos auditeurs comprennent, puisque nous, on est centrique sur la data, vous, c'est beaucoup plus vaste, les sujets que vous abordez dans Massy, puisque vous parlez parfois de kernel, vous parlez parfois de réseau, vous parlez parfois de trucs très, très différents, finalement. On parle même des fois des
home automation électronique, parce qu'une autre caractéristique, on a des invités différents, on a des gens en interne chez Clever et des invités externes, et souvent, les sujets varient à fur et à mesure des intérêts et des envies des personnes qui sont là. Donc c'est assez éclectique en effet. Ouais. Et Vincent, tu peux nous présenter Big Data Hebdo Mais bien pour sûr, les auditeurs de bien Massy? sûr. Alors Big Data Hebdo, alors déjà le hebdo est souvent usurpé parce qu'il arrive qu'on arrive à faire un épisode hebdomadaire, mais c'est quand même assez rare. Ah, c'est un hebdo mensuel. C'est voilà là, même Big Data mensuel, ça faisait pas super, donc on a dit hebdo, tu vois, finalement, puisqu'on voulait faire un média. Et donc comment est-ce que c'est né tout ça? C'était dans la grande époque des Hadoop User Group et autres Paris Data Geek. Les plus vieux d'entre nous vont se reconnaître là-dedans. On était en train de boire une bière à la fin de tout ça et j'étais avec Benjamin Guinbertière, qui est le cofondateur du BDH. Et on s'est dit, mais il n'y a pas de podcast francophone sur la data. Et puis, là, nous aussi, on fait beaucoup de veille pendant notre quotidien. Et si on partageait ça? Et donc, l'idée, c'était de dire, sur toute une communauté de gens, est-ce qu'on peut partager notre veille et est-ce qu'on peut contribuer à aider les gens à progresser autour de la data. On parlait pas encore d'IA à l'époque, on parlait un petit peu de machine learning à cette époque-là. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, ça a été beaucoup plus loin puisqu'on a décidé de constituer la communauté avec derrière un Slack, qui est le Slack du Big Data Hebdo, sur lequel tout le monde peut venir. Il n'y a pas de filtre à l'entrée ou quoi que ce soit. La seule condition qu'on donne aux gens, c'est venez avec un bon esprit et essayez de partager des choses que vous rencontrez pour que ça puisse être profitable pour tout le monde. Et donc, on a un Slack qui nous permet de nourrir un petit peu la veille et de mettre en commun cette veille, comme vous le faites en interne, mais nous, c'est plus en externe pour une communauté un peu plus large. Et bien entendu, votre Slack sera dans les liens des podcasts parce que nous, on met toujours des liens. Ça sera bien entendu là pour que nos auditeurs puissent aller faire un tour. Avec plaisir. Venons-en un peu au sujet qui nous réunit aujourd'hui, en dehors de vouloir passer un bon moment, ce qui est assurément réussi. On a parlé de FoundationDB précédemment dans le Big Data Hebdo. Vous êtes venus, Pierre et Steven, déjà 2 fois, si ma mémoire est bonne. Dans l'épisode 93, on avait un peu parlé de ce qu'est FoundationDB, et puis dans l'épisode 160, on avait déjà vu un petit peu comment est-ce que vous aviez commencé à l'appliquer. Pour mémoire, l'épisode 160 était un joyeux bordel, puisque c'était un épisode qui avait été enregistré lors d'un Devox dans une petite salle de réunion. Ah oui, je m'en souviens. En live, et ça avait été assez folklorique. Donc, si vous voulez passer un bon moment, vous pouvez aussi écouter cet épisode qui était assez drôle. On avait évidemment vu tout le côté très prometteur que pouvait avoir FoundationDB et sur le fait que vous aviez chez Clever mis un gros ticket dessus pour pouvoir un peu creuser les choses, mais on avait quand même un petit peu quelque chose un petit peu pour l'instant qui restait encore un peu superficiel, et donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de descendre un petit peu dans les arcanes de tout ça pour pouvoir être beaucoup plus pointu et puis aller jusqu'à effectivement ce qui est votre actualité récente, qui est le fait d'avoir commencé à sortir des produits au-dessus de FoundationDB. Alors, je sais pas qui peut prendre le point là-dessus, sur le fait de dire un petit peu, de remettre un petit peu en contexte et de dire finalement, ce FoundationDB, pourquoi est-ce qu'il a une telle place aujourd'hui dans votre quotidien? Je pense qu'il faut retracer un peu l'histoire du coup là-dessus et d'où ça vient. C'est-à-dire que on avait d'abord construit de l'expertise autour de Apache HBase, qui était une solution transactionnelle de stockage distribué de ce qu'on appelle le clé colonne. C'est du clé valeur mais organisé par colonne. Donc c'est un data model un peu spécifique et qui permettait de stocker du clé valeur de manière ordonnée.
Donc, quand tu es capable de stocker de manière ordonnée, ça te permet des scans optimisés en fonction de certains usages. Ce qui est très utilisé notamment dans la time series, mais pas que. Si tu veux faire un Redis, si tu veux faire du stockage quelconque, en fait, c'est très très souple en termes d'usage, puisque la plupart des solutions que vous utilisez de toute façon, même en SQL ou en quoi que ce soit, à la fin, le stockage, c'est souvent du clé valeur. Et donc, dans cette sémantique de manipulation de données, on avait déjà développé pas mal d'usages autour de tout ça, mais on avait quand même toujours une petite gêne du point de vue un peu opérationnel, parce que c'était, je vais pas dire complexe, un système distribué c'est toujours un peu complexe, mais il y avait quand même des choses qui rendaient pas les opérations des plus simples. Donc il faut l'outiller beaucoup. Pierre avait redéveloppé un scheduler, un balancer de données par-dessus pour mieux répartir la donnée sur les différents nœuds. C'était pas non plus une solution qui était très efficiente d'un point de vue ressources machines, mais parce que quelque part dans la galaxie Hadoop, le but n'était pas d'avoir un cluster HBase. C'était beaucoup plus d'avoir un cluster Hadoop avec du MapReduce dessus, du HDFS, du HBase, du éventuellement Spark, Flink ou autre, et donc d'avoir tous ces process qui quelque part décloisonnent le côté, de compute data, qui remélange tout et qui est capable par des circuits courts d'optimiser quand même les chemins d'accès, d'avoir des accès parallélisés à certaines données. Donc c'est tout un paradigme qui fait que ça s'expliquait dans ce temps-là. Aujourd'hui, 2024, les choses sont très différentes. La donnée arrive beaucoup plus dans des entrepôts de type S3 compatible, avec du coup un compute qui est instancié à la demande uniquement. Et du coup, les paradigmes ont un peu différé, et HBase s'y retrouve beaucoup moins là-dedans. Et si on ajoute en plus que le problème d'HBase, c'est que c'était utilisé par des très très grosses boîtes, et quand tu mets un système comme ça en place, quand ça marche, tu touches pas. Donc on s'est retrouvé avec une version 1 utilisée par des mastodontes qui avaient des clusters de milliers de machines, mais qui vont pas aller les mettre à jour parce que ça les fait pas marrer. Et du coup, tu as une version 2 qui arrive, puis une version 3, mais des gens qui sont toujours en prod sur la 1, et quand tu fais une PR, elle doit être compatible sur version 1, version 2, version 3. Donc en fait, en termes de maintenance de projet, c'était devenu un enfer, ce projet-là. Du coup, on n'était pas satisfait que ça, d'un point de vue opérationnel, et mais à côté de ça, il y a aussi Fondation qui est arrivé, quoi. Et quand Fondation est arrivé, nous, on l'avait déjà repéré au tout départ, en se disant, waouh, c'était un alien, ce projet-là. Moi, j'appelle souvent ça un accident industriel, puisque imagine un projet de recherche dans lequel les gens se disent, bah tiens, pour aller faire un peu la base de données ultime, on a besoin d'un modèle déterministe. On veut pas de garbage collection, donc ça élimine tous les langages AGC. Et du coup, pour être déterministe, il faut plus un simili modèle acteur. Donc tu dis ok, très bien, mais ça n'existe pas forcément C++, donc ils se sont dit en fait c'est pas grave, on va créer notre propre abstraction. Donc on va créer un langage qui va nous permettre d'exprimer ça et qui va transpiler vers du C++. Donc déjà tu dis waouh, ok, avant d'avoir fait ton premier POC de DB. Donc ils ont fait ça, et puis après ils se sont dit mais attends, en fait pour tester la validité du modèle, les accès concurrents, la transactionnalité, le MVCC, l'exactitude, tu vois, de ce qu'on veut faire, eh bien on va avoir besoin de simuler l'usage pour le valider. Pas le test unitaire, le test d'intégration qui est pas suffisant parce qu'il te permet toujours de tester que ce que tu veux tester. Mais la simulation, et là je vous laisse peut-être aller voir les conférences que Pierre a fait sur le sujet puisque il en parle bien mieux que moi. Mais la simulation permet du coup de valider des choses sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Et ça leur a permis de
le langage de créer le simulateur et le simulateur de créer la DB. Ouais. Tu as fait un peu fast forward sur le sujet, je pense, Steven. Mais moi, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire aussi, c'est fut une époque où, faute d'avoir des alternatives, on se satisfaisait avec toutes les contraintes qu'il imposait d'un HBase. Et c'est vrai que HBase, c'est quand même une stack super complexe, quoi. Pour toute personne qui a un petit peu joué avec HBase, même avec une distro Hadoop, à maintenir, à setuper, à lancer, entre guillemets, c'est pas forcément le truc le plus compliqué de la Terre. Mais comme tout un chacun le sait, qui a un peu mis les mains dans Hadoop, tout un chacun qui aurait un peu mis les mains dans Hadoop à un moment donné, le sait, c'est clairement un problème d'opération. C'est-à-dire faire ça dans la durée. C'est un vrai sujet compliqué. Et quand on voit le millefeuille de j'ai un cluster, j'ai un HDFS, au-dessus de ça, je pose des region servers pour pouvoir gérer ma donnée sur chacun des nœuds. Ensuite, je suis obligé de gérer la coordination. Ensuite, je suis obligé de gérer plein de trucs. Et tu soulignais aussi tout à l'heure le problème de contention, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se met à écrire 80% de notre trafic sur un seul nœud du cluster, eh ben on a un nœud qui explose et qui plombe tout le reste du cluster. Donc c'est vrai que c'est un enfer à gérer. Et le fait de se dire, bon, après, est-ce que ce socle de base de données générique qui permettent de déployer plein de cas d'usage dessus, le retrouver, c'est vrai que pendant une éternité, il n'y en avait pas, quoi. Et ça a amené à l'éparpillement de solutions en tout genre, du Cassandra d'un côté, du MongoDB d'un autre, et ainsi de suite, parce qu'on n'avait pas forcément des solutions qui permettaient d'unifier tout ça. Et j'ai l'impression que Foundation est arrivé avec une réponse à plein de choses là-dessus. Justement, ce côté building block qui permet de faire plein de choses, comment est-ce que vous l'avez perçu assez rapidement, et comment est-ce que vous êtes allé dans cette direction-là de dire ok, on va avoir une base de données et au-dessus de ça on pourra faire plein d'usages différents. Lors de l'épisode 160, Pierre, tu nous avais parlé de comment est-ce que vous avez justement switché HBase au profit de FoundationDB pour soutenir le Warp 10 que vous avez pour mettre toutes vos time series et votre monitoring chez vous. Comment est-ce que c'est venu cette réalité de justement on a peut-être la base de données qui va nous permettre de faire toutes la méta base de données, si on peut trouver le terme, quoi. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui est mis en avant directement dans la page de description du projet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, d'où le nom, en fait, FoundationDB, sa vocation d'être la fondation pour écrire des systèmes distribués. Moi, quand je présente Fondation, je dis toujours, il y a deux aspects qui sont extrêmement importants. Pour les développeurs, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire que tu peux faire plein de choses, tu peux écrire à peu près tous les data models que tu veux, tu peux faire de la time series, tu peux faire du bloc, tu peux faire de la queue, tu peux faire vraiment énormément de choses. Donc en fait, toutes tes problématiques métiers, tu peux les représenter dans du Fondation avec une API qui est, ma foi, assez simple, mais quand tu rentres dans les détails, tu peux faire énormément de choses. Donc c'est vraiment un toolbox, une boîte à outils pour le dev, pour faire plein de choses. Et d'un point de vue opérationnel, tu as quelque chose d'extrêmement robuste. Et pour avoir opéré et être d'astreinte et avoir réparé des HBase beaucoup trop souvent en astreinte, aussi bien dans notre ancien boulot que à Clever, en fait, on voulait vraiment quelque chose qui soit capable de se réparer tout seul et de se faciliter la vie. Et donc Fondation, en fait, il est présenté en fait comme quelque chose d'extrêmement robuste et de tolérant à la panne et d'un peu magique sur le côté opérationnel, et en même temps d'une boîte à outils. Et en fait, ça, c'était les deux ingrédients qu'on recherchait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a
assez peu de personnes qui opèrent des systèmes distribués dans les entreprises. Et en fait, quand tu opères, quand tu es dans l'équipe qui opère les systèmes distribués, bah tu dois opérer, un peu de Zookeeper, du Kafka, du Hadoop, peut-être un petit ClickHouse parce que c'est le truc. En fait, tu te retrouves en fait à opérer des dizaines et plein de systèmes distribués différents. Et du coup, bah, tu as une vraie complexité parce que tu dois connaître si ta technologie elle est fragile de base, bah, tu te retrouves à devoir, entre guillemets, être expert de plein de petits trucs. Donc en fait, nous, on cherchait vraiment quelque chose de pratique en opérationnel et d'extensible pour les devs. Et après des années de travail, vraiment, on est très satisfait des 2 points. Je crois que l'un des principaux sponsors de FoundationDB, c'est Apple. Ouais. Et il y a une deuxième boîte qui peut-être, je ne sais pas s'il contribue beaucoup, mais au moins il l'utilise, c'est Snowflake. Donc ce sont 2 business at scale qui font des choses très différentes finalement dans leur usage. Et de mémoire, Apple, c'est tout ce qui est iCloud. C'est toutes les applications iCloud, c'est-à-dire que fait Apple, mais aussi toutes les applications iCloud que vous allez, par exemple, un développeur d'application Apple, s'il veut utiliser iCloud Data, je sais plus quel est le nom du subset de l'API Apple. CloudKit, ouais, c'est ça, CloudKit, merci. Pour son application, il va avoir accès à un bout de FoundationDB géré par Apple. Donc, ça veut dire qu'en termes de versatilité d'usage, c'est-à-dire que là-dedans, Apple va aller aussi bien stocker des photos que stocker de la métadonnée sur des applications, que de stocker les calendars partagés entre les différents devices. Enfin, il y a une forme cette versatilité, elle est assez extraordinaire. Et par ailleurs, la robustesse, pour ceux qui ont suivi les épisodes sur Snowflake qu'on a pu faire par le passé, Snowflake, vous avez du stockage de données qui est dans du S3-like, c'est-à-dire S3 quand c'est hosté chez Amazon, du GCS quand c'est chez Google et ainsi de suite. Et par contre, toute la métadonnée de savoir telle table a sa donnée à tel endroit, telle table a sa donnée à tel endroit, tel user peut accéder, tout ce qui est airbag et ainsi de suite, tout ce qui est métadonnée du produit Snowflake est stocké dans du FoundationDB. Et ça, c'est entre guillemets, si FoundationDB tombe, il y a des millions d'utilisateurs qui sont derrière des applications qui sont motorisées par Snowflake qui vont plus accéder. Donc c'est quand même un exemple de robustesse et de fiabilité du produit qui est quand même assez fou, quoi. Et donc et c'est pour ça que c'est assez surprenant parce que finalement c'est peut-être l'un des produits de la Galaxy Data dont on entend le moins parler parce qu'il requiert peut-être aussi un effort très important au-dessus pour pouvoir construire quelque chose dessus. C'est exactement. Tu soulèves un point super important. En fait, on a parlé de Apple, de Snowflake. Donc eux, ils ont un usage mais massif de FoundationDB. Alors Apple partage pas trop de trucs, mais bon, ils ont énormément de clusters pour pouvoir distribuer les millions d'utilisateurs et les millions de mini bases de données logiques qu'ils ont. Mais Snowflake, pour le coup, ils sont un peu plus transparents et ils disent, bah, en fait, si Fondation tombe, c'est la catastrophe. Donc, en fait, il y a une vraie, adhérence, en fait, technologique où, en fait, si la base de données est corrompue pour n'importe quoi, ou si la base de données n'est pas disponible, en fait, c'est game over pour Snowflake. Et tu l'as dit, ouais, il y a d'autres entreprises, il y a Datadog aussi qui l'utilise beaucoup pour la partie un peu pareil que Snowflake, c'est pour le stockage des métadonnées d'une région, de l'équivalent d'une région chez eux de Datadog. Mais c'est un peu une technologie qui est cachée.
parce que justement, comme il y a un effet boîte à outils, c'est que tu peux écrire ton petit système distribué qui va répondre à ton besoin très spécifique métier, de stocker par exemple des métadonnées at scale ou de stocker des mini bases de données logiques. Du coup, tu te retrouves assez rapidement dans une situation où les développeurs qui travaillent autour de Fondation font tous un peu la même chose, mais dans leur langage, dans leur framework, avec leurs contraintes de sécurité. Du coup, il y a assez peu de librairies open source. T'as assez peu de contenu très public pour dire comment faut faire ci, comment faut faire ça. Par contre, quand tu rentres dans la communauté Fondation et que tu commences à discuter avec les gens, en fait, tu te rends compte que tout le monde fait la même chose et tout le monde fait un peu les mêmes contraintes ou les mêmes trucs. Donc c'est assez facile de récupérer des cas d'usage et de savoir comment encoder un truc, mais ça reste une technologie cachée. C'est aussi parce que t'as pas tant d'ingénieurs data que ça. La plupart des gens sont plus dans une approche d'intégration et veulent un truc très clé en main, ils l'installent et ils l'utilisent. Là, c'est un moteur transactionnel distribué et c'est un moteur. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, c'est en termes d'outillage, le mot toolkit est sans doute le bon, c'est qu'il faut construire au-dessus. Et si t'as pas l'équipe, les compétences, le temps, la vision technologique pour le faire, tu vas pas y arriver, quoi. Donc, oui. Un très bon exemple, par exemple, c'est qu'il y a pas d'authentification sur le cluster. Quand on arrive sur un cluster Fondation DB, en fait, on peut faire 10 little, et puis ça va partir dans une seule transaction, et en une seule transaction, tu vas clear-all toute ta base de données. Enfin, et en fait, c'est quelque chose qu'ils disent, c'est by design, c'est-à-dire qu'ils veulent pas injecter de la complexité dans la base en elle-même. Par contre, ils fournissent plein d'outils en fait dans l'API qui va te permettre de faire ton truc à la sauce. Et je pense que c'est ça vraiment l'esprit derrière Fondation. Alors par contre, oui, ça demande d'avoir des compétences parce qu'en gros, tu te retrouves avec un modèle clé-valeur. Donc on pourrait se dire, c'est comment t'écris une base de données par-dessus du Redis. Ouais. Comment tu fais des index, comment tu recherches dedans. Enfin, c'est pas facile. Hein. Je voyais un peu le sujet presque de dire finalement sur une API S3 tu peux construire plein de choses, tu peux construire des applications, plein de choses et mettre le moteur que tu veux au-dessus et finalement là on est à peu près dans la même chose, c'est-à-dire que tu vas avoir une capacité à stocker des objets de taille variable, tu vas avoir une capacité à aller les retrouver, à écrire des primitifs pour pouvoir les scanner pour pouvoir les retrouver, et après à toi de jouer avec de grandes libertés, mais qui dit grande liberté permet d'avoir tous les effets aussi bien positifs que négatifs, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec Frankenstein à la fin de l'histoire, quoi. Oui. Faut avoir si par exemple tu veux implémenter rien qu'un clé-valeur en étant multitenante, donc partager tes utilisateurs, tu vois, il y a quand même, t'as un peu de métier à faire. Tu dois gérer, tu dois avoir un peu de connaissance sur le modèle transactionnel de Fondation pour te dire, ah ouais, alors du coup, je vais dédier certaines transactions à certains utilisateurs. Après, tu dois scoper ta donnée. Enfin, non, il y a un peu moi, je vois ça comme une boîte à outils. Ouais. Ouais, non, mais on est d'accord que c'est presque un data OS, quoi, qui permet de te dire, finalement, je vais avoir une capacité à opérer mes données, à avoir de l'outillage pour opérer mes données. Mais après, c'est un peu, t'as la boîte à outils, tu construis ce que tu veux avec. Si tu le fais mal, ton meuble il sera bancal. Pourtant t'es parti avec la même boîte à outils que le mec à côté qui a fait un meuble qui tient droit, quoi. Voilà. T'as pas la couche au-dessus standardisée. Pour autant, Apple a quand même filé un petit coup de main à un moment donné. Ils ont publié un white paper sur le record layer, qui est la manière dont ils ont. Tu veux dire un mot ? Non, il y a 2 papiers.
Il y a 2 papiers, il y a Record Layer et il y a Quick. Et ils ont aussi publié, même en open source, la Record Layer, ce qui te permet d'avoir la couche au-dessus dans une implémentation en Java, mais qui te permet d'avoir de la gestion d'index, d'avoir du retry sur le query, d'avoir ce genre de choses. Donc, ça peut quand même, soit c'est suffisant pour ton besoin et tu peux du coup l'ajouter et tant mieux, mais sinon ça peut t'inspirer dans la compréhension de comment passer à l'étape d'après sur comment construire une base de données ou l'intégrer dans ta problématique métier. La question que j'ai envie de poser par rapport à ça, mais peut-être que c'est justement quelque chose que vous avez. C'est même pas, c'est pas peut-être, c'est sûrement vous avez dû faire ce choix. Architecturalement parlant, on a un système distribué, donc qui dit système distribué dit une capacité à répondre de plusieurs nœuds pour pouvoir distribuer la charge dessus. Ça fait beaucoup distribuer cette affaire. Et à la fin, ça veut dire que les requêtes de la partie du middleware qu'on va construire vont aller taper n'importe quel des nœuds, ou est-ce qu'il y a un système de coordinateur quelque part qui prend les requêtes et qui lui après les redistribue aux bons endroits? Et donc ça c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Et si demain on veut faire une API qui soit capable d'aller chercher de la donnée à l'intérieur de FoundationDB, de pouvoir faire des CRUD sur cette donnée qui est dans FoundationDB, comment est-ce qu'on le construit? Est-ce que c'est FoundationDB qui va lui-même embarquer comme un module qu'on pourrait rajouter dedans cette API, ou est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner à côté de FoundationDB et qui va s'appuyer et qui va lui-même dialoguer avec FoundationDB pour aller écrire ou lire les données au bon endroit? En fait, l'API qu'on te fournit, tu crées une transaction et à partir de la transaction, tu peux faire c'est un clé valeur, donc c'est put, get, scan et delete. Alors, tu as 2-3 successeurs pour faire des trucs un peu rigolos, mais globalement, l'API, elle est simple. Et du coup, en fait, comme c'est une boîte à outils, la question de est-ce que tu veux que chaque instance de ton middleware soit capable de taper tout, ou est-ce que tu veux avoir une coordination du système, en fait, c'est là qui est chouette, c'est que ça va dépendre de ton besoin métier. Si à un moment tu as besoin d'avoir fait un système d'élection de leader que tu vas utiliser toi dans ton système, où tu vas dire bah voilà, je vais dans ma couche middleware, je vais avoir besoin d'un leader pour un client donné, bah en fait tu peux faire l'élection dans Fondation et après lui manipule les données là pour être sûr que toi tout transite. Mais au contraire, tu peux te dire bah en fait tout le monde a accès à tout. Ça dépend vraiment de ton modèle. Nous, ce qu'on a décidé de faire justement pour résoudre le problème une seule fois, de comment tu stockes la donnée, sous quel format, comment tu gères les index, comment tu gères toute la partie multitenante, etc. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a abstrait cette connaissance-là dans une boîte à outils, dans un SDK par-dessus Fondation qu'on a écrit en Rust. Et en fait, c'est ce SDK-là qui fait la magie d'ouvrir ce qu'on appelle une base de données logique chez nous et qui wrap en fait ce comportement-là. Donc on a fait un ORM glorifié au-dessus de Fondation, mais en fait ce système-là permet de faciliter le dev. C'est-à-dire qu'en fait, on a des développeurs, des alternants, tu vois, par exemple, qui ont pas un background système distribué à l'école, tu vois, et qui utilisent cet ORM là comme si c'était un ORM quasiment pareil. Et c'est l'ORM qui chez nous qui gère cette complexité-là de savoir comment tu fais du multitenante, comment tu fais l'authentification, comment tu shroutes un peu dans l'environnement du client à la volée, etc. Donc en fait, dis-moi. Ouais, non, je comprends, pardon, c'est pas. Ce que je comprends, c'est que effectivement,
il y a peut-être, je sais pas combien de gens l'utilisent à travers le monde, mais à un moment donné, tout va dépendre de choix qui sont quand même très directifs au démarrage. Est-ce que ça veut dire que pour un cluster FoundationDB, il faut avoir une homogénéité de façon de l'utiliser, ou est-ce que ce middleware, cette couche qu'on va rajouter au-dessus, elle est propre, il peut y en avoir 4 ou 5 middleware qui soient assis au-dessus des primitives de FoundationDB et qui permettent de faire que plusieurs équipes se partagent une même FoundationDB. Je pense que ça dépend vraiment de l'usage. Si tu as, par exemple, nous, par exemple, tu vois, on a 2 grosses catégories de logiciels qui parlent à Fondation. On a Warp 10. Ouais. Et on a tout ce qu'on est en train de construire par-dessus qui a un fonctionnement complètement différent. Et tu vois, nous, on est capable de séparer ces usages-là. On peut rajouter un préfixe de clé si on veut partager les clusters. Nous, on a séparé les clusters si on a envie. Mais en fait, c'est chacun fait sa sauce pour le besoin. Nous, on n'a pas non plus 15 000 ingénieurs qui ont des connaissances fondation un peu low level. Donc pour nous, c'est facile d'encapsuler la connaissance métier de fondation dans une librairie que les autres peuvent réutiliser en masquant la complexité. Mais tu vois, à un moment, on peut toujours descendre enfin enlever le SDK ou prendre des bouts du SDK et descendre dans la complexité. Le choix qu'on a fait, nous, vraiment, de notre côté, c'est de pouvoir abstraire Fondation et la complexité de Fondation et de multiplier les devs qui soient capables d'aller faire des choses avec Fondation. Et là, on a été plutôt bon là-dedans. Il y a aussi un aspect, dans ce qu'on gagne avec Fondation, il y a aussi ce qu'on perd par rapport à HBase, et dans la mise à l'échelle, moi je connais pas un KV qui tient une mise à l'échelle aussi massive que HBase. Donc, pour répondre aussi à ta question, il y a aussi l'aspect mise à l'échelle, c'est-à-dire que si dans un des usages, tu sais que tu vas être vraiment massif, enfin, tu vas aller en centaines de terras, tu vois, peut-être que ça vaut le coup d'en faire un cluster dédié et d'avoir ton usage à côté. Quoi. Mais là, c'est pas forcément une histoire de contingence logicielle, c'est plus derrière de pouvoir opérationnellement gérer les choses correctement. Et ça c'est tout à fait, c'est assez légitime. Après, je sais pas si vous vous souvenez de Microsoft qui sur Azure avait sorti Cosmos DB, qui avait comme ambition, alors je sais pas ce qui est devenu le produit, je sais pas du tout si ça existe toujours, si ça continue à se développer. Quand ils perdent pas de données, quand ils leak pas d'un client à l'autre. Non, ça progresse, je crois. Enfin, leur truc tourne, et t'as des clients dessus. Ouais, je crois. Et l'une des ambitions de ce truc-là, c'était de dire la même data, vous allez pouvoir la lire en mode document, vous allez pouvoir la lire en mode clé-valeur, vous allez pouvoir même, je crois, vous pouvez même faire du SQL dessus. Enfin, il y avait un côté polymorphe de l'interface sur une même donnée. Et donc, à vous écouter, ce que je comprends, c'est qu'avec un FoundationDB, on a un layer qui stocke de la donnée et on est capable, au-dessus de ce layer, de mettre différents protocoles qui vont permettre de faire différentes interactions avec une même donnée. Ouais, après, c'est pas forcément une bonne idée, ça, parce que tu vas avoir... Enfin, tu vois, quand tu as un modèle document et un modèle SQL, c'est vraiment pas la même chose. Donc, tu peux théoriquement, mais en pratique, c'est pas d'un intérêt fou, quoi. Après proposer les différents formats, ça peut être intéressant, excuse-moi, c'est-à-dire avoir la possibilité de présenter les différents formats avec un même socle technique dessous, ça c'est intéressant. Mais se dire, j'ai la même base qui est exposée en tant que document d'un côté et table de l'autre, alors certes tu pourras le faire, mais ça sera des documents pas forcément très intéressants et
c'est voilà. Ouais. Si le data model est le même, en fait, ça peut le faire avec forcément un middle ground qui existe. Je te propose, on reparlera au 2e épisode de ça. Parce qu'on a un cas d'usage qui est intéressant qu'on peut présenter. Moi, ce qui m'intéresserait pour terminer avec un peu sur le modèle, pour bien comprendre en fait, puisqu'on a dit qu'on a une boîte à outils, mais concrètement en fait, ça se présente comment? C'est-à-dire, est-ce que j'ai un cluster d'un côté et mon application qui se déploie à côté et qui l'utilise en passant par réseau? Est-ce que c'est une bibliothèque que j'intègre et en fait mes nœuds deviennent le nœud de fondation? En gros, fondation, déjà, est-ce que c'est un cluster ou est-ce que c'est une bibliothèque? Est-ce que j'ai des contraintes en termes de langage que je peux utiliser? Et puis éventuellement un peu les primitives, parce que tu as dit qu'on a le get et put. Tout à l'heure, tu parlais de coordination, il peut nous aider, mais est-ce que c'est via des get et des put avec un schéma particulier, ou est-ce qu'il y a vraiment des primitives pour aider à faire de l'élection de leader, par exemple, ou au moins de la coordination? Enfin, Ouais. Je peux répondre à ça. En gros, donc Fondation, quand tu l'installes, tu as un mode standalone et tu choisis après la réplication. Donc tu as une réplication simple pour un usage, tu vois, en mode test container sur ta machine de dev, ça marche très bien, tu vois, pour pouvoir tester le truc. Puis après, tu peux monter à l'échelle. Donc tu as une réplication double, réplication triple, et puis après tu as des réplications avec les data centers. Donc en fait, ça t'installe un cluster Fondation avec alors tu as énormément de rôles dedans, de rôles d'acteurs. Donc tu vois, t'as 3-4 acteurs qui sont dédiés aux transactions, t'as la coordination, je crois que t'as une liste de 15 d'acteurs différents qui vont se parler ensemble. Donc tu vois, t'imagines des process qui se causent ensemble, qui forment le cluster Fondation. Et du coup, ça, un des avantages, c'est que du coup, si à un moment tu as un bottleneck sur un des acteurs, tu peux en rajouter des acteurs là et ça va automatiquement distribuer la charge. Donc ça, c'est ton socle de données. Et après, tu as des applicatifs qui vont parler à Fondation. C'est ce qu'on appelle des layers, donc une couche au-dessus, et qui vont fournir en fait ton métier. Et du coup, généralement, ce que tu fais, c'est que comme tout développement applicatif, tu vas venir importer un binding, une librairie qui va te faire la couche d'accès. Donc, tu as les bindings officiels qui sont en Java, Python, Go. J'en ai oublié. Bon, tu vas avoir les bindings officiels, on va dire, de Fondation qui sont fournis par Apple et Snowflake et la communauté. Et après, tu as plein de bindings non officiels. Non officiels, ça veut dire juste qu'ils sont maintenus par la communauté. Donc là, t'en as Erlang, t'as Node, t'as Rust. Nous, on est mainteneur officiel du binding Rust. Sans blague. On commence à avoir pas mal de téléchargements. Sans blague, ça m'étonne tellement cette histoire. En vrai, on a 40 000 téléchargements par jour. Ah ouais, donc ça a dépassé votre équipe, quoi. Il n'y a pas que vous qui faites du Rust sur Foundation. Non, loin de là. Je troll. Non, mais en vrai, ça se marie bien. On peut faire une aparté 2 minutes, mais le binding, il est assez complexe. C'est-à-dire que tu intègres une librairie C comme tu fais du LibRD Kafka. Donc, tu as un binding C que tu dois taper et qui gère la communication et qui gère tout le bordel. Du coup, tu vois, quand tu prends un langage comme Java, tu es obligé de faire du JNI direct. Tu prends du Go, tu es obligé de faire du C-Go, et avec tous les problèmes. Ouais. Du coup, Rust, en fait, c'est un langage qui, comme tu peux, ou comme du Zig, tu vois, qui marche bien en interopérabilité avec du C. Donc, tu vois, c'est un... Ouais, ça passe par du C nécessairement. Ouais, parce qu'en fait, le client Fondation est simulé, testé avec le cluster. Donc en fait, personne n'a envie de recoder le client en fait, parce que trop dangereux. Donc ça veut dire qu'en termes de Java, ça marche pas bien avec les virtual threads, donc on n'est pas. Alors alors il a sa propre event loop et compagnie. Le binding Java est le plus propre. D'un point de vue, si à un moment tu n'as pas de contrainte de langage et que tu veux faire du Fondation,
Alors, soit tu prends du Rust si tu as envie de t'amuser, mais en fait, le binding Java est largement le plus mature, parce que c'est celui qui est utilisé en production par Apple et Snowflake. Ça ne tue ça Apple qu'ils aient pas switché des choses vers du Swift pour... Alors, tu vas rire, mais il y a une PR. Enfin non, à un moment, ils avaient même commencé à imaginer que remplacer le C++, enfin le C++ transpilé vers du Swift pour développer dans Fondation. Il y avait une PR qui faisait 70 000 lignes, qui rajoutait la compat Swift pour développer en interne dans Fondation. Et au final, ils ont fait le prototype. Et il n'y a jamais eu d'implément, du coup ils l'ont reviré. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas beaucoup de. Il y a un binding Swift, mais il est assez expérimental. J'ai pas vu beaucoup d'activités dessus. Mais ça a l'air très Java. Ok. Est-ce que ça répond à ta question, Jérôme? Oui, enfin bon, je pense que les matures, c'est juste qu'effectivement avec les virtual threads aujourd'hui, si tu veux profiter du du réactif sans interface réactive, enfin du non bloquant avec une API bloquante, il faut pas que tu aies de C sur le passage, sinon ton thread plateforme en fait est piné. Et tu te retrouves dans une situation pire en fait que si tu avais des threads plateforme de base. Mais peut-être que s'ils ont fait ça, enfin bon, on verra comment ça donne. C'est un détail en fait. On a le même problème en Rust pour le binding en fait, où on est obligé de faire le mapping entre l'asynchrone de l'asynchrone Rust et la gestion du binding. Et t'as pas la notion de thread virtuel en Rust. Tu vas partir sur un framework asynchrone ou quelque chose comme ça. Ouais, mais du coup, faut faire l'inté. Ouais, ça c'est sûr. Mais le fait pour nous d'être en Rust, ça nous a aussi permis d'intégrer tous nos layers du dessus dans le framework de simulation. Ce que tu ne peux pas faire en Java et ce qu'on peut pas Alors faire maintenant, on demande plus aux développeurs de tester seulement, on leur demande de simuler. Je crois que c'est pas plus loin. Il faut quelques explications quand même sur le sujet là. C'est moi je dis toujours surtout que ça a l'air tester c'est douter, simuler c'est ne plus douter. Ouais. Parce que t'as beaucoup de cas qui se mettent à simuler, notamment il y a Tiger Beetle aussi pour rester dans le cadre de la base de données. Ils ont fait un super simulateur. D'ailleurs, par-dessus leur simulateur, ils ont rajouté un jeu vidéo. Qui est assez impressionnant quand on le voit en action. On est peut-être en train de faire un truc équivalent. Alors, c'est quoi cette simule, les gars? C'est quoi? Ouais, on en parlait, Steven en a parlé un petit peu, mais une des forces opérationnelles de Fondation, c'est que c'est ultra robuste. Pourquoi c'est ultra robuste? C'est que Day One, ils ont développé un simulateur de conditions réelles. Donc en fait, tous les trucs les insupportables du run des systèmes distribués, donc les paquets TCP qui s'inversent, les bits flip sur les disques, les horloges qui remontent dans le temps, tout ça en fait, ils ont fait une abstraction. Donc en fait, vous avez une interface réelle et une interface simulée pour tout ce qui sort du C++. Donc tout syscall, tout appel quelconque en fait possède une version simulée qui va venir injecter de la faute. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand t'es développeur sous Fondation, en fait, tu as besoin de 20 000 tours de simulation qui va injecter des pannes réseau, des pannes disques, qui va couper des acteurs. Etc. Donc en fait, quand tu as quand t'es dev chez Fondation, en fait, t'as tout un framework de simulation. Tu vas cramer du CPU pour aller chercher, la petite bête noire de ton implème qui va exploser quand tu vas faire, quand tu vois quand t'as un changement de coordinateur, un bit flip et un problème de disque dur en même temps, ou dans un ordre donné, là ta base elle va se corrompre. Et ben en fait c'est ce genre de bug là que la simulation permet d'attraper. Et ça c'est quelque chose qui est réservé pour les développeurs de Fondation. Et nous ce qu'on a fait, et ça nous a énormément aidé,
c'est qu'on a été capable de prendre le code, notre code Rust, donc notre boîte à outils par-dessus la boîte à outils, et on l'a inclus dans le simulateur Fondation. Alors ça a demandé de la magie vaudou CC++, un peu affreuse, mais en gros ça nous permet en fait de venir tester notre code Fondation, et donc en gros par exemple ça nous permet de venir dire quand on a quand on fait une release en prod de nos layers, en fait on sait que on résiste au bitflip, on résiste au changement de coordinateur. Donc en fait, on fait du chaos engineering sur le cluster. Ouais, c'est ça. C'est à ça que ça me fait penser, ouais. Ouais, c'est littéralement ça. Et puis c'est Jepsen in the box, quoi. Ça va plus loin que Jepsen. C'est qu'en fait, nos applicatifs, en fait, on sait que notre applicatif, il est robuste à pas de réseau, bitflip, tout l'aléa de ce qui peut se passer en prod, en fait, ça marche. Et du coup, on fait du simulation driven development. Comme Tiger Beetle, en fait, Tiger Beetle, c'est des gens qui ont copié le simulateur de Fondation. Alors, ils l'ont un peu amélioré. Il y a des trucs un peu sympas qu'ils ont fait derrière, mais on est vraiment dans la même mouvance et dans les mêmes enjeux techniques que du Tiger Beetle et compagnie. Mais là où c'est excellent, c'est que tu peux certifier ton dev et t'as globalement une couverture des aléas, parce qu'on parlait tout à l'heure du problème, c'est quand il s'agit de gérer opérationnellement les choses, c'est pas le problème du développement, parce que tester le développement qu'on met au-dessus d'une base de données, c'est une chose. Ok, le truc qui peut répondre, tu peux avoir une couverture de code qui soit suffisante et puis tout va bien. Mais si par exemple t'as plein d'aléas comme ça qui sont extérieurs à ton code, ça va marcher beaucoup moins bien, alors que là, si je comprends bien, la simulation se charge justement de pouvoir injecter tous ces aléas possibles et imaginables lorsque l'on teste le code qu'on va faire tourner sur la base. Donc c'est un énorme avantage, quoi. C'est un énorme avantage, mais par contre, du coup, on est les premiers à avoir réussi à faire ça. C'est-à-dire, en fait, on est les premiers à pouvoir inclure du code de layer, donc de couche de middleware, dans le framework de simulation. Du coup, on s'est retrouvé dans des situations assez rigolotes au sein de la communauté. En fait, tu as une condition, enfin, tu as une panne qui est un peu compliquée à gérer dans Fondation. À un moment, tu as des transactions qui peuvent être jouées plusieurs fois. Et en fait, ça, c'est un truc qui est assez peu connu dans Fondation, mais tu as une cascade d'événements qui peut t'amener à avoir une transaction qui passe 2 fois. Et du coup, la plupart des gens qui implémentent du Fondation, en fait, voient quasiment jamais cette erreur. Sauf quand ça pète, du coup, et ça foire. Et Apple et Snowflake, ils en parlent assez souvent parce qu'ils disent oui, alors du coup, cette erreur-là, elle est vraiment chiante parce que tu la tapes vraiment au pire des moments, et c'est pas quelque chose qui est très connu, et il faut vraiment un peu creuser le sujet pour bien comprendre ce système-là. Nous, en fait, par exemple, on l'a tapé Day One parce qu'en fait, le premier tour de simulation a explosé le machin, et en fait, ça nous a vachement aidé de savoir ça, parce qu'en fait, dès Day One, on était tombé, entre guillemets, dans le pire cas de dev, et une fois qu'on l'avait réglé, en fait, on était super serein sur le modèle, quoi. Et enfin, on évoque Tiger Beetle, mais faut pas oublier que c'est aussi spécifique à un domaine qui est le domaine financier. Donc si toi, tu as un besoin métier qui est un peu loin du domaine financier, ça va être très très peu pertinent pour toi comme technologie. Là où Foundation est pour le coup ultra générique, quoi. Ah oui, on a cité Tiger Beetle que comme exemple d'une deuxième base qui fait de la simulation, en fait. Ouais. Mais on en parle beaucoup parce qu'effectivement, en plus, ils marketent bien le truc, hein. C'est très vendeur, c'est bien vendu, c'est bien expliqué, etc. Ça tient sur une disquette, tout. Mais c'est ultra spécifique, quoi. Oui, mais par contre, je pense que quand tu es sur ce besoin-là, il est intéressant, quoi. Maintenant, c'est pas une base généraliste, loin de là.
pour connaître 2-3 devs là-bas, ouais, non, ils répondent à une vraie problématique très spécifique et ils la répondent d'un point de vue ingénierie de façon extrêmement intéressante. Moi, tous les semaines, je fais un petit tour dans le code de Tiger Beetle pour aller regarder 2-3 trucs sur la Cimu, comment ils gèrent 2-3 trucs. Hein. C'est vraiment, on est dans quelque chose quand même qui est assez avant-gardiste et qui est vraiment super intéressant. Ouais. Bah, c'est une autre façon de développer, hein. Clairement, nous on l'a intégré à la CI et en fait, dès qu'on Ça a fait hurler. une milestone, fait etc., tu hurler. fais tourner la simulation. Pour info, hein, en termes d'indicateurs, avec la simulation sur le cœur, hein, vraiment de FoundationDB, tous les ans, c'est une techno qui cumule 4000 ans de simulation. C'est-à-dire que C'est Chaos Engineering, ouais. c'est l'équivalent de 4000 ans de Chaos Engineering sur une production qui est virtualisée, mais sur une production quand même. Ce qui fait que si tu dois taper des bugs, tu les tapes, quoi, tu les trouves. Et ça a permis de détecter des trucs comme des bugs de firmware dans des disques durs, enfin des trucs assez hallucinants en fait, pour lesquels t'es bien content de les choper en simulation, hein, parce que je te laisse imaginer le bug qu'évoquait Pierre, tu vois, en mode t'es en production et t'as un incident comme ça, mais tu sais que t'es parti pour 15 jours offline, quoi. Et tu veux pas ça. Ouais, et par contre, en termes d'outillage, cette simulation, ça se présente comment ? C'est-à-dire que c'est un make que l'on fait sur le projet qui lance en mode simulation. Ça se passe parce ça fait un overhead quand même assez important, cette simulation. Alors, tu parles de la simulation que nous on fait ou la simulation en général ? Ou je peux te répondre aux deux d'ailleurs. Ouais, dans les deux cas, ouais. Ouais, en gros, quand tu compiles Fondation, tu peux le démarrer. Tu as un mode en fait où tu te fais. Alors le binaire s'appelle FDB Server. Tu fais FDB Server moins rôle simulation. Et en fait, il va lancer une simulation. Il va générer une seed. Et à partir de la seed, tous les timings et toutes les pannes vont être déterministes. Tu lui donnes après un fichier de test qui va contenir quel type de panne tu veux injecter et quel scénario tu veux essayer de jouer. Et après, donc en gros, c'est FDB server, moins rôle simulation, moins test file tartampion et 2-3 options pour activer le maximum de panne. Et puis ça va te jouer un jeu de simulation. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on compile une librairie dynamique qui est injecté dans le runtime Fondation, et du coup on teste vraiment l'aspect transactionnel Fondation. C'est-à-dire en fait les seuls trucs asynchrones qu'on est capable de tester pour le moment, c'est vraiment tout ce qui est lié à Fondation, puisqu'en fait on utilise la simulation comme on appelle ça les exécuteurs et les réacteurs en Rust en asynchrone, mais c'est on délègue la partie asynchrone au simulateur et c'est le simulateur qui s'occupe de tout. Excellent. Messieurs, je vous propose comme on est tous des grands bavards, d'arrêter cet épisode sur ça. Ça nous a permis j'imagine aussi pour nos auditeurs de redécouvrir ce qu'est FoundationDB, de pouvoir bien comprendre les enjeux d'utilisation de FoundationDB, et on se retrouve juste après pour pouvoir évoquer ce que vous en avez fait et comment vous l'avez fait. Et ça, ce sera l'objet du prochain épisode que vous aurez l'occasion d'écouter. À très très vite. Bientôt.